Eh bien, rebonjour à tout le monde, ou bonjour à ceux qui n'étaient pas là ce matin. Je vais introduire mon collègue Alain Tranois pour le début de cet après-midi. Nous aurons 3 exposés, avec une pause auparavant, enfin avant le dernier exposé, et une conclusion. Alain Tranois est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a été directeur du GRECAM et de l'Institut d'économie publique qu'il a, je crois, fondé à l'Université d'Aix-Marseille. Ses recherches portent, et il a été aussi président de l'Association française sociologie économique. Ses recherches portent sur... Association française d'économie, pas de sociologie. D'économie, pardon. Ouais. Oh oui, non, alors là, ça ne va pas du tout. Je t'ai annexé un peu rapidement. Oui, là, non, c'est à FSE, alors... Ouais. D'accord, bon, de sciences économiques, excuse-moi. Ces recherches portent notamment sur l'économie publique, l'économie des inégalités, l'économie de l'enseignement supérieur, également du logement et la théorie de la justice sociale. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, chapitres d'ouvrages et articles de revues internationales. Je voudrais en citer 2 récents qui nous intéressent directement aujourd'hui. En 2015, il a donné la conférence présidentielle du congrès annuel de l'Association française de sciences économiques. J'y suis sur le thème Equality of Opportunity, a Progress Report. Et puis, il a écrit avec John Romer Equality of Opportunity, le chapitre 4 du volume 2B, c'est précis, mais c'est des gros volumes, du Handbook of Income Distribution, dirigé par le regretté Anthony Atkinson et par François Bourguignon. C'était un ouvrage publié en 2015. Et c'est après avoir lu notamment ce chapitre que je me suis dit que Alain serait un excellent collègue à faire venir ici. Voilà, je lui donne la parole. Donc, merci Pierre-Michel. Et je vais prolonger en fait une réflexion qu'on a eue lors de mon entrée à l'École des hautes études. Je me rappelle très bien d'une soirée. Donc, on était déjà à un stade avancé de la soirée, où tu m'as envoyé un mail et où tu m'as parlé du fait que dans certains champs, le talent, les inégalités de salaire associées à ce talent étaient, et tu m'as parlé de la culture et du sport, semblaient plus socialement acceptées que dans d'autres domaines. Et je t'ai envoyé un petit argumentaire, et il y aura dans ma diapositive de conclusion un rappel de l'argument que je t'avais fourni. Mais ma réflexion s'est étoffée depuis. Mais c'est quand même le problème de savoir, finalement, quelles sont les inégalités légitimes. C'est un débat constant dans la justice sociale. Et ici, c'est de savoir si les inégalités de conditions liées à des inégalités de talent, est-ce qu'elles sont légitimes socialement? Alors, ce que je vais vous présenter, c'est un mélange d'arguments philosophiques et d'arguments économiques dans le cadre d'un modèle. Et évidemment, il faut prendre appui, puisque le talent, c'est un élément du processus qui mène les individus à la réussite ou à l'échec. Eh bien, il faut évidemment une théorie de la justice sociale qui s'intéresse au processus et pas simplement au résultat. Et je vais me tourner vers une théorie qui, en anglais, s'appelle Equality of Opportunity. Alors, je ne sais pas si, en français, la traduction française, égalité des chances, correspond complètement à la conception anglaise ou à la conception américaine. Mais disons que cette théorie qui est née, je dirais, avec des articles importants de Ronald Dworkin en 1981, et il y a eu un intense débat aux États-Unis, et après ça s'est prolongé. C'est une théorie qui a été, dont les économistes se sont saisis pour essayer d'approfondir ses implications. Eh bien, l'égalité des opportunités distingue, donc dans les facteurs qui mènent à la réussite ou à l'échec, distingue des facteurs dont l'individu serait responsable, donc c'est une théorie individualiste, et de facteurs dont l'individu ne serait pas responsable. Alors, dans le langage que je reprendrai ici, dans le jargon qui est utilisé, on parle des efforts pour les premiers et des circonstances pour les seconds. Alors évidemment, la question immédiate qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met sous le mot responsabilité, qui est-ce qui va décider que tel facteur
l'individu en est responsable ou l'individu n'en est pas responsable. Et à cet égard, il y a, je dirais, on peut dire trois positions qui ont été adoptées dans la littérature philosophico-économique. Le premier, c'est pas justement par Ronald Dworkin et qui a été repris par Marc Fleurbaix, qui est de dire qu'on est responsable, grosso modo, alors pas forcément de ses choix, mais des préférences qui ont motivé ces choix. Ensuite, vous avez une autre position dans la littérature, qui est celle de deux philosophes, Richard Arneson et Gerald Cohen, qui est celle du fait qu'on doit être responsable des choses que l'on contrôle, et pas responsable de ce qu'on ne contrôle pas. Et puis enfin, John Romer, qui lui, je dirais, quelque part botte en touche, puisqu'il dit « Je vais prendre la théorie à partir du moment où la société, une société, a fait un choix et a décidé selon certains critères, alors sans doute au terme d'un processus démocratique, pour mettre des facteurs d'un côté et pour mettre des facteurs de l'autre. » Donc, une autre caractéristique importante de cette théorie, c'est que John Romer, en particulier, a émis l'idée qu'on ne pouvait pas avoir cette distinction aussi pure entre effort et circonstance, dans la mesure où les variables dont on est responsable, par exemple les niveaux d'effort, les choix qu'on a faits, peuvent être influencés par les circonstances de différentes manières. Et donc, Romer a énoncé l'idée qu'il fallait nettoyer, quelque part, purger l'effort de l'influence des circonstances. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est de savoir, par rapport dans cette théorie, où placer le talent. Alors, évidemment, je dirais d'une manière relativement spontanée, et par exemple dans les visions du contrôle et du côté dans la vision préférence, il est clair qu'a priori, la chance, ce n'est pas un facteur de préférence. La chance, c'est pas le talent, ce n'est pas quelque chose que l'on contrôle. Le talent, ce n'est pas quelque chose qu'on peut assimiler à une préférence. Et donc, il est assez naturel de penser qu'on va le mettre du côté des circonstances et que c'est en fait un facteur de chance particulier, sans doute très en amont, mais je reviendrai sur la discussion ensuite de savoir si si on évoque simplement le talent initial ou un talent accumulé, le rôle de l'acquis et ensuite il y a une autre position qui a été en particulier développée non pas développée, mais simplement émise au travers d'un simple morceau de phrase dans un article que j'ai co-signé avec de nombreux autres auteurs, qui était la première tentative empirique d'essayer de voir quelles pouvaient être les implications en termes de politique fiscale de l'égalité des opportunités. Et au travers d'une phrase, Romer dit, eh bien, on va considérer que le talent, on va le mettre du côté de l'effort. Donc c'est une position complètement contraire, hein, puisque dans la version contrôle, dans la version préférence, on a envie de le mettre du côté des circonstances, donc des choses qui ne sont pas contrôlées, dont l'individu ne peut pas être jugé responsable, alors que Romer, dans une vision purement pragmatique, dit bon, ce n'est pas distinguable de l'effort, et je vais le mettre du côté de l'effort. Ça veut dire du côté des choses qu'on va sacraliser, des choses qu'on va vouloir respecter, puisqu'on est censé en être responsable. Et donc, en fait, ma contribution aujourd'hui, c'est d'essayer de voir si il peut y avoir une justification théorique de la position romerienne. Et je vais supposer que l'effort est observable, donc bien sûr que l'effort et le talent sont observables. Bien sûr, on peut penser que, et on en a déjà discuté, on l'a déjà évoqué ce matin, le talent peut être éventuellement difficilement observable. Mais je vais supposer comme si, parce que je pense qu'il faut séparer les problèmes de mise en œuvre d'une vision de la justice des problèmes de définition de savoir ce qui est juste ou pas. Et donc, la question qui est posée, c'est est-ce que ça fait vraiment sens de le placer du côté des circonstances
ou bien est-ce que ça fait sens de le mettre du côté de l'effort, comme le propose Romer? Alors, avant d'attaquer cette question d'une façon, avec une approche théorique, je voudrais quand même, et c'est le seul élément empirique que je vais vous offrir malheureusement dans cet exposé, c'est le résultat d'un questionnaire qui a été, que nous avons conçu avec d'autres participants, d'autres auteurs, Lucchini, Liu et Techel en 2012, et qui a consisté à faire passer un questionnaire sur certains concepts comme les circonstances qui sont ici assimilées au milieu social, l'effort, donc le talent, donc, la chance ou la malchance qui intervient comme le tirage d'un billet de loterie qui vous est favorable, qui vous est défavorable, et puis la prise de risque. Et on a, je dirais, soumis à 400 personnes, je n'ai pas le temps ici de m'étendre sur comment est-ce qu'on a sélectionné ces 400 personnes, mais c'est déjà, je ne revendique pas du tout le caractère représentatif des résultats, mais je les donne néanmoins à titre indicatif, pour dire qu'on a en fait considéré deux cadres, deux questionnaires qui se plaçaient, qui essayaient de construire un univers professionnel d'une part pour un vendeur, et c'est les résultats des réponses, ce sont les bâtonnets blancs, et puis un cadre scolaire pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de raison. Et les résultats sont ici en grisé. Et donc la question qui était posée, c'était, donc je ne vais pas ici vous lire le questionnaire, mais simplement on a essayé de traduire en situation concrète ces différents facteurs qui peuvent contribuer à la réussite individuelle. Donc évidemment on n'a pas appelé ça circonstance, effort, talent, on a essayé de déguiser sous des petits textes quelque chose qui pourrait être assimilé à cela. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que vous avez des résultats extrêmement contrastés, finalement, suivant le contexte. Si vous avez un contexte professionnel, ce sont les réponses en blanc, eh bien, vous avez l'effort qui est les réponses sur le savoir. Est-ce qu'il faut compenser l'effort? Est-ce que quelqu'un qui fournit, un vendeur qui fournit peu d'efforts ou un vendeur qui fournit beaucoup d'efforts, est-ce qu'on doit les compenser? Ou quelqu'un qui a peu de talent, qui a finalement peu de bagou, qui a beaucoup de bagou, est-ce qu'on doit compenser ses maigres résultats? Et vous voyez qu'ici, 95% des sujets ont répondu qu'il ne fallait pas le compenser, alors que quand les résultats de ces ventes étaient liés au milieu familial ou au fait qu'il y avait des effets de réseau, à ce moment-là, il n'y avait que 10% des gens qui disaient qu'il ne fallait pas le compenser. Quand il s'agissait de la prise de risque, c'était à peu près également comparable à ce qui se passe pour l'effort et pour le talent. Et pour une chance subie, eh bien, vous aviez quand même malgré tout un tiers des personnes qui pensaient qu'il ne fallait pas compenser. Vous voyez que les résultats sont très différents dans le domaine scolaire, où finalement, seules les différences d'efforts sont jugées légitimes. Donc ici, si je conclus les indications données par ce graphique, ça veut dire que, tout simplement, pour les 400 personnes interrogées, les inégalités dues à l'effort, dues au talent, dues à la prise de risque, étaient considérées comme légitimes, puisqu'elles ne devaient pas donner lieu à une compensation dans le milieu professionnel. Quand on s'adresse aux inégalités donc scolaires pour un jeune enfant, seules les différences d'efforts, et à une très courte majorité, étaient considérées comme éventuellement légitimes. Toutes les autres devaient être égalisées. Alors, donc, l'analyse que je vous propose est une analyse théorique. Je m'en excuse, mais je pense que c'est quelque part une prolongation, l'économiste prolonge les réflexions du philosophe qui résonnent
finalement sont hors modèle, quelque part hors sol. Là, c'est une discussion philosophique, mais dans le cadre d'un modèle économique. Et je vais considérer d'abord un cadre statique et puis ensuite un cadre dynamique. Et enfin, je prendrai un peu de distance par rapport à la théorie de l'égalité des chances dans mes 2 dernières diapositives pour considérer d'autres arguments qui ont été utilisés en termes de justice sociale. Alors, bon, c'est toujours bien, je crois, quelque part de révéler ce qu'on a en tête, le sous-jacent. Le sous-jacent, en termes de séquence d'apparition des facteurs, en termes de temporalité, c'est que si on regarde un individu au cours de sa vie, d'une manière très simple, d'une manière extrêmement stylisée, eh bien, vous avez donc au départ, bon, à la naissance ou relativement proche de la naissance, vous avez ce qu'on peut appeler un talent relativement lié au gène. Ensuite, vous avez l'importance du milieu social, et donc la famille, mais aussi tout ce qui est autour de la famille, la ville où il habite, etc. Ensuite, vous pouvez avoir un certain nombre de facteurs de chance qui interviennent avant que l'effort soit un effort éducatif ou un effort dans le cadre professionnel. Ça peut être, par exemple, le fait d'être malade ou le fait de faire des rencontres, des belles rencontres ou de mauvaises rencontres. Et puis ensuite, cet effort va peut-être vous conduire au fait qu'il va y avoir une distribution de chances, mais en fournissant certains types d'efforts, vous allez en fait influencer sur la distribution de chances qui va être sur lequel l'événement qui va vous concerner va être tiré. Par exemple, on peut considérer que, s'agissant de la dernière élection présidentielle, donc Emmanuel Macron a fourni apparemment beaucoup d'efforts, et l'effort a aussi consisté à essayer, quelque part, de modifier la distribution de probabilité de chance qui allait survenir après le fait que l'effort ait été fourni. Alors, donc vous voyez qu'ici, il y a exactement 5 facteurs qui peuvent être chacun multidimensionnels, et puis évidemment, il peut y avoir plusieurs types d'efforts dans la vie, il peut y avoir des efforts successifs, mais là, c'est vraiment une stylisation. Mais on peut dire qu'il y a ces 5 facteurs qui interviennent dans la théorie de l'égalité des chances. Ici, je vais considérer un modèle simple où je vais égaliser un certain nombre de facteurs parmi ces 5 facteurs. Je vais considérer que les circonstances sont identiques. Le milieu d'origine ont été égalisés. Donc, je dirais, l'égalité des chances se focalise beaucoup sur ce facteur spécifique. Et là, je vais considérer que tout le monde a exactement, vient du même milieu, donc c'est Sparte, si vous voulez, quelque part. Ensuite, les résultats sont non aléatoires, donc il n'y a pas de chance qui intervient soit avant l'effort, soit après l'effort. Et le talent ici intervient ici, ou le premier talent, le talent originel, si vous voulez, il intervient avant l'effort, et ça va avoir un rôle dans la théorie. Le talent est considéré comme unidimensionnel, je suis tout à fait d'accord avec le fait que le talent est multidimensionnel, mais là, j'aurai l'occasion de dire un mot, je vais considérer par simplicité que le talent est unidimensionnel. Et il y a un résultat. Alors, est-ce que ces résultats, c'est un salaire, un statut, quelque chose de plus intérieur, une réputation bon, je ne m'étends pas là-dessus. S'il y a une interprétation libre, vous pouvez mettre beaucoup de choses derrière. Donc, je ne reste pas sur une vision purement monétaire du résultat. Alors, dans le cadre statique, évidemment, si vous n'avez plus que 2 facteurs, il est évident que si vous arrivez à observer les efforts des individus, si vous arrivez à observer le nombre d'heures de travail, si vous arrivez à mesurer l'intensité de leur travail, et peut-être qu'en mettant des électrodes sur le cerveau, peut-être qu'on arrivera un jour à quelque part quantifier un petit peu cette notion d'effort, eh bien, c'est ce qui fait, par différence, le fait que 2 personnes qui ont fourni le même effort produisent 2 œuvres de qualité inégale, c'est par déduction, vous obtenez ce talent. Et donc, dans ce modèle purement statique, vous avez une opposition entre l'effort qui est quelque part un acte qui résulte de l'exercice d'une certaine volonté. Alors, je ne sais pas, il y a beaucoup de discussions en philosophie sur le libre arbitre, mais malgré tout,
je vais ici supposer, et toute cette théorie suppose que quelque part, il reste un petit peu de libre arbitre, même s'il est influencé par des facteurs. Et le talent, c'est ce qui est incorporé à la personne, et ses effets s'exercent indépendamment de la volonté de la personne. Alors, je vais faire une simplification, je vais supposer que la facilité de faire un effort n'est pas un talent, parce que sans ça, ça nous entraîne dans une boucle, dans un cycle, et donc vous me permettrez cette facilité. Alors, il y a deux principes pour satisfaire l'égalité des chances. Le principe de récompense naturelle énonce que pour un niveau de talent donné, puisque le talent, c'est ce qu'on ne contrôle pas, le talent, c'est quelque chose d'exogène, c'est quelque chose que vous n'avez pas, sur lequel vous n'avez pas prise, eh bien, si vous avez un même niveau de talent, la seule différence dans ce modèle, c'est l'effort, c'est le fait que vous allez travailler plus ou moins, et la qualité de votre travail va être également, l'intensité de votre effort va également compter. Et donc, on veut respecter ces différences qui proviennent de facteurs dont vous êtes jugé responsable. Et donc, là, l'État doit, à ce moment-là, respecter ces différences d'efforts, puisque ces différences d'efforts conduisent à des inégalités qui sont considérées comme légitimes. Et donc, il faut que vous ayez le même niveau de transfert. C'est-à-dire que l'État ne doit pas intervenir sur ces inégalités qui sont maintenant devenues, quelque part, par la grâce de cette théorie, par la grâce de cette argumentation naturalisée. Et donc, même niveau de transfert, ça voudrait dire que vous respecterez la différence de résultats. Bon, ça c'est pour, je dirais, quelque part, la sacralisation de l'effort. Et vous avez l'autre principe qui s'occupe, lui, qui va s'occuper du nivellement de l'impact des talents, puisque les talents sont, quelque part, ne proviennent pas de votre exercice de la responsabilité. Eh bien, à effort donné, si on compare des individus qui ont fourni le même effort, l'effet du talent doit être neutralisé. Donc voilà ces deux principes qui sont, je dirais, l'alpha et l'oméga de, je dirais, la théorie qui a été construite en commun, en partenariat, quelque part, par les économistes et par les philosophes. Alors, est-ce que la théorie s'arrête là? Ben non, parce qu'il peut y avoir un conflit entre ces deux principes, c'est-à-dire qu'il est possible qu'on ne puisse pas respecter simultanément ces deux principes. Et si par exemple, l'effort et le talent interviennent dans la fonction de résultat d'une manière non séparable, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas séparer l'effet du talent de l'effet de l'effort, eh bien, il y a une difficulté. Cette difficulté a été bien montrée par Marc Fleurbaix. Et est-ce que ce point d'achoppement de la théorie, est-ce qu'il a véritablement ici un point d'application pour effort et talent? Eh bien, je dirais que quand on regarde au moins, même si les modèles sont limitatifs, mais le modèle le plus simple en économie du travail, c'est dire que le salaire ou votre productivité globale, c'est une productivité horaire multipliée par un nombre d'heures de travail. Donc c'est multiplicatif. Si c'est multiplicatif, ce n'est pas séparable. C'est-à-dire que les heures de travail, leur productivité marginale, dépend de la productivité et vice-versa. Donc ce n'est pas séparable. Alors, donc ce qui veut dire que dans le cas, je dirais, archétypique de l'économie du travail, eh bien, il y a un conflit. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas à la fois satisfaire le principe de compensation et le principe de responsabilité. Alors, je vais mettre en pointillé un cas, peut-être, où on pourrait avoir une possibilité. C'est, je dirais, on n'en a pas parlé ce matin, ou très peu, le fait que parmi les talents productifs, et ça devient manifestement relativement important dans beaucoup de domaines, il semble que le fait que votre apparence physique, ça puisse compter dans un nombre de métiers, et même peut-être dans des métiers auxquels on ne pensait pas, comme le métier politique. Il y a eu beaucoup de... Et vous avez un livre magnifique que j'ai là, un livre facile à écrire par un économiste qui s'appelle Dan Hammermesh, qui s'appelle Beauty Pays, et qui, je dirais, a fait des études économétriques qui montrent que pour les femmes, en moyenne, eh bien, une femme, disons, dont les qualités esthétiques sont appréciées, gagne en moyenne 8% de plus, et pour un homme, c'est 4%.
Et donc peut-être que ce facteur, je dirais, qui pourrait être peut-être un facteur additionnel, peut-être que là, on pourrait plaider, mais là, je dirais, pour quelque chose qui est additif, c'est-à-dire que c'est presque une prime. C'est-à-dire que vous pourriez avoir, je dirais, votre productivité plus quelque chose qui est lié à votre apparence physique. Bien, je n'ai pas le temps de détailler l'illustration graphique entre le conflit entre les deux principes, mais je vais conclure déjà cette partie statique pour vous dire que, donc simplement, pour concaténer ce qu'on a déjà appris, c'est-à-dire qu'à supposer que le talent soit considéré comme une circonstance, eh bien, au moins dans le cas classique d'une productivité du travail, on ne va pas pouvoir en même temps araser l'effet du talent et respecter l'effort, pour tout niveau du talent et tout niveau de l'effort. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir donner une priorité à un principe. Alors, si vous donnez priorité au principe de compensation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez effectivement éliminer tout effet du talent, mais à ce moment-là, on va sacraliser l'effort, on va respecter l'effort que pour un effort qu'on pourrait dire standard. Alors, par exemple, supposez, par exemple, une durée moyenne du travail, eh bien, on va dire, on va respecter le principe de récompense naturelle pour autour de ces 35 heures, mais pas pour des petites ou des longues durées de travail, mais par contre, on aura éliminé tout l'effet du talent. En revanche, si vous donnez priorité au principe de récompense naturelle, on récompense tous les niveaux d'effort pour un niveau donné de talent, hein, donc on va respecter le principe de récompense naturelle pour tous les niveaux d'effort, mais simplement pour un niveau donné de talent, c'est-à-dire que l'effet du talent ne sera pas complètement éliminé. Donc, vous voyez que cette théorie, déjà dans le cadre statique, offre, je dirais, indique qu'on a déjà affaire à que le problème du talent pose une question épineuse. Donc, je vais passer maintenant à la deuxième partie qui concerne un cadre dynamique où le talent est cumulatif. Alors, le talent cumulatif, j'ai regardé dans la littérature, je vous offre, je mets en danger ici, en particulier par rapport aux économistes qui sont dans la salle, et je vous dirais que je vais avoir une version horowitzienne du talent. Horowitz, une fois, disait qu'il devait s'entraîner tous les jours. Pourquoi? Parce que le premier jour où il ne s'entraînait pas, il entendait, s'il y avait pendant une journée, il ne s'était pas entraîné, le lendemain, il entendait à sa façon de jouer le fait que sa façon de jouer était déjà un petit peu moins bonne. Il disait, au bout de 2 jours, c'est mes amis qui s'en rendent compte. Et au bout de 3 jours, c'est le public qui s'en rend compte. Bon. Eh bien, je dirais, c'est un des secrets, je ne l'avais pas dit à Pierre Michel, et pourquoi j'ai accepté aussi, au-delà du fait de l'intérêt du sujet, mais aussi au-delà de l'amitié, c'est que, à mon âge, eh bien, le taux de dépréciation, si je ne fournis pas d'efforts, est déjà relativement important. Et donc, je vois cet exposé comme un exercice qui me permet, je dirais, d'essayer de maintenir à peu près mon niveau de talent. Alors, ici, le talent est donc vu d'une manière cumulative. Et donc, je vais parler du talent à l'adapté, et qui va évoluer d'une période à une autre, suivant 2 forces. D'une part, il y a un taux de dépréciation, Il y a un taux de dépréciation. Si vous ne travaillez pas, eh bien, progressivement, vous allez perdre votre habileté. Et deuxièmement, heureusement, vous avez quand même une ressource qui est à votre disposition, et cette ressource qui est à votre disposition, c'est la quantité d'efforts fournis. Et je pense que ce modèle que je vous propose, où finalement l'effort et l'investissement diffèrent un peu du modèle de capital humain qui a été évoqué à la fois par Cécilia pour dire que le talent, ça pouvait être du capital humain, et aussi par Pierre Michel, mais pour dire que finalement, par exemple, dans mon métier, comme dans le métier de pianiste, finalement, je n'ai pas vu de distinction entre le moment où j'étais étudiant et le moment où je suis passé comme chercheur ou professeur. Finalement, c'est le travail
qui finalement me permet d'accumuler finalement une certaine capacité à faire des choses à un moment donné. Et donc c'est ce modèle que je vous propose, qui est un peu différent du modèle de capital humain de Ben Porat. Alors je n'ai pas ici, etc. Mais pourquoi? Parce que ici l'effort, ça va quelque part, comme disent les économistes, être une production jointe. L'effort va permettre à la fois d'augmenter, je dirais, le résultat, mais ça va, donc comme aujourd'hui, le fait que j'ai travaillé, ça va me permettre, disons, d'assurer ma présentation aujourd'hui, mais ça va également, quelque part, demain, me permettre de conserver ma capacité de faire d'autres conférences dans les mois qui viennent. Donc, quelque part, l'effort sert à deux choses. À quelque chose d'immédiat et à accumuler pour les périodes suivantes. Alors, je vais maintenant me placer dans le cas d'un choix rationnel, d'un modèle de choix rationnel de l'effort. Alors, ce n'est pas parce que je considère qu'il est supérieur à d'autres, et en particulier, je voudrais dire que je vais ignorer des effets de réseau, des effets externes, des effets d'imitation, des normes sociales et de la routine. Mais je pense que malgré tout, même si ce n'est pas un modèle complet, malgré tout, je pense que dans ce choix rationnel de l'effort, eh bien, il y a toujours quelque part une sorte d'égalisation du coût marginal de l'effort, parce que pendant que vous faites de l'effort, eh bien, vous ne pouvez pas goûter de votre loisir, vous ne pouvez pas passer du temps à d'autres activités intéressantes. Et le bénéfice marginal ici, il va être en même temps le fait que vous améliorez votre résultat aujourd'hui, et deuxièmement, vous avez une dimension d'accumulation du capital en termes de talent. Donc en fait, ce modèle de choix rationnel va égaliser un coût marginal et puis donc deux bénéfices. Un bénéfice en termes immédiats, en termes de revenus si vous voulez, et puis en termes de talent cumulé pour toutes les autres périodes, à partir de la période actuelle mettons jusqu'à la retraite. Alors, ce modèle n'est pas, malgré tout, déborde un petit peu de l'homo economicus, dans le sens où je vais considérer le fait qu'il peut y avoir un effet de statut, dans le sens où l'utilité marginale peut être constante. On peut considérer qu'il y a eu des études qui ont été faites par Kahneman, des expériences, donc des questionnaires, mais aussi beaucoup d'expériences, qui ont montré que, grosso modo, si vous regardez l'utilité marginale disons, de 1000 € supplémentaires, à partir d'un certain seuil, je dirais, l'utilité marginale devient très faible. C'est-à-dire que l'utilité additionnelle devient très faible. Le plaisir que vous pouvez en retirer, et grosso modo, c'est autour de 70 000 $ pour un Américain pour un revenu annuel. Donc c'est très très en deçà, je dirais, des salaires pour toute une frange, pour tout le dernier décile des Américains. Mais en revanche, en termes de statut, le fait que vous sachiez que si vous avez 70 000 $ et que d'autres bénéficient dans votre entreprise, par exemple, d'un salaire de 200 000, ça c'est très important, et je dirais que là, il n'y a pas de décroissance de l'utilité marginale. C'est-à-dire que le plaisir d'avoir finalement un petit peu plus d'argent que les autres, ou un peu plus de statut que les autres, je dirais, ce plaisir marginal ne décroît jamais. Et donc, je vais donc considérer finalement deux variantes du modèle. Un modèle avec l'utilité marginale est constante, c'est-à-dire que vous avez autant envie de devenir député lorsque vous êtes conseiller général que de passer de Premier ministre à président de la République. Donc il n'y a jamais de décroissance. Alors que pour l'argent, je peux considérer, ou disons pour l'accumulation de biens matériels de manière plus générale, il peut y avoir au contraire un ralentissement, si vous voulez, du plaisir additionnel que vous éprouvez. Alors, je ne vais pas... il me reste combien de temps, Jean? Il te reste 5 minutes. 5 minutes. Donc, je ne vais pas développer, je vais vous faire... donc ici, ça c'est simplement le fait que l'effort rationnel égalise, ce que j'ai dit, le coût marginal et deux bénéfices, pour tout de suite voir ce qu'on peut tirer du modèle. Et ce qui est la grande question, la question que je me suis posée,
c'est est-ce que les personnes avec un talent initial plus élevé travaillent plus? Donc vous avez ce talent initial, et puis ensuite les gens travaillent et donc accumulent de période en période. Et donc le problème qui est posé, et c'est pour ça que le modèle a été fait, c'est de répondre à la question, est-ce que d'une manière rationnelle, est-ce qu'on peut répondre à la question suivante, est-ce que le fait que vous soyez plus doué va faire que vous allez faire plus d'efforts ou pas? Alors, je ne vais pas détailler parce que je ne vais pas avoir le temps, mais je dirais que voilà les résultats du modèle, et j'ai considéré finalement une simplification du modèle pour que les résultats soient facilement interprétables. Un effort qui est fait en période initiale, qui pourrait être considéré comme la période de formation, et puis un effort qui est la période terminale, qui peut être la période d'activité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce modèle est suffisamment souple pour pouvoir considérer des hypothèses différentes. Si on considère par exemple le cas du statut et le fait que les rendements soient croissants, c'est-à-dire que, grosso modo, je reprends le modèle où votre revenu ou votre résultat, ça s'écrit simplement comme talent fois effort, donc la chose la plus simple, eh bien, à ce moment-là, on peut signer positivement et dire que si vous avez un talent initial, un talent inné, un talent mozartien, si vous voulez, inné, eh bien, ça va effectivement, si vous êtes dans le cas où vous voulez vraiment devenir le plus connu possible, par exemple, c'est un exemple disons, de ce que pourrait être une utilité liée au statut, eh bien, effectivement, dans ce cas-là, un agent rationnel travaillerait plus s'il est plus doué au départ. Mais ce résultat est perdu lorsque vous passez des rendements croissants au rendement constant. Voilà, par exemple, une fonction de type Cobb-Douglas, où là vous avez un point d'interrogation. Je pourrais y revenir si vous avez des questions là-dessus. Et lorsque vous considérez une utilité marginale décroissante, donc quelque chose qui est lié, par exemple, au bien matériel, eh bien à ce moment-là, soit vous avez du négatif en période initiale, soit vous avez de l'égalité. Donc, ce qui est frappant, c'est que vous n'avez pas, je dirais, de résultats monotones dans toutes les dimensions, quels que soient les cas de figure que l'on prend. Alors, pourquoi c'est important? Et donc, c'est la conclusion de ma partie dynamique. Après, il ne reste plus que, je dirais, deux slides de généralité sur égalité, sur la talent et justice. Donc, est-ce que, je reviens à la question, est-ce que ça fait sens de considérer le talent comme une circonstance? D'une part, vous voyez bien que dans le modèle, le talent et l'effort se contaminent l'un l'autre. Le talent initial a une influence sur l'effort, mais l'effort est également vient s'accumuler dans le talent à chaque période. Donc quelque part, vous ne pouvez pas, vous avez quelque part un modèle qui vous propose le fait que vous avez une sorte de variable conjointe talent-effort. Et le deuxième enseignement du modèle, c'est que le talent n'engendre pas forcément un plus grand effort. Donc ça veut dire que le talent initial n'est pas forcément un avantage dans tous les cas de figure. Donc l'argument de Romer, c'était de dire que si vous avez un milieu social, par exemple, beaucoup plus favorisé, vous allez avoir un résultat beaucoup plus fort. Là, c'est le fait de dire, c'est pas clair, parce que tout simplement, les gens peuvent quelque part consommer leur talent initial en fournissant moins d'efforts. Et on a, évidemment, en tant que professeur, tout l'exemple de multitudes d'élèves très doués qui ne fournissent pas, justement parce qu'ils sont doués, qui diminuent leur effort. C'est effectivement ce que traduisent les équations. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur, justement, la question que je vous ai posée au départ? Sur la question de savoir, Romer, où on met le talent à côté de l'effort, du côté de l'effort, ou bien le talent comme une circonstance. Eh bien, si la variable hybride, qui est le talent-effort, est mise du côté des circonstances, alors ça veut dire qu'on revient à l'égalité des résultats. Donc si, parce que vous avez cette hybridation, vous le mettez du côté des circonstances, à ce moment-là, ça veut dire que la théorie de l'égalité des chances se fait harakiri, il n'y a plus rien à respecter, on devient banalement, on a égalisé les inégalités dues au milieu familial, on égalise les résultats finalement au mélange travail-talent. Et donc,
Si vous pensez que l'égalité des résultats n'est pas une position tenable, et d'ailleurs il n'y a aucune économie développée qui a, je dis pas, qui a mis ça comme objectif ou qui a réussi cette égalité des résultats, alors à ce moment-là, il reste la vision pragmatique à la Romer, de le considérer comme une variable indissociable, talent et effort, mais à ce moment-là, ça a un impact important. C'est un impact important, disons, le modèle théorique que je vous ai développé, tout simplement. Pourquoi? Parce que, finalement, c'est une variable hybride. C'est une variable qui mène des choses dont vous êtes responsable et des choses dont vous n'êtes pas responsable. Donc, vous n'allez pas, maintenant, après, le sacraliser, cette variable mixte, cette variable hybride, en le mettant sur un pinacle avec le principe de responsabilité. Et donc, c'est pour ça que je plaide pour une version affaiblie du principe de récompense et dans un numéro de la revue économique qui est consacré à, je dirais, un hommage à Marc Fleurbaix, j'ai comparé, je dirais, le travail de Romer et le travail de Fleurbaix et je plaide justement pour, je dirais, un affaiblissement du principe de récompense. Donc je finis, je suis sur ma conclusion pour dire que, pour prendre un petit peu de distance avec cette théorie de l'égalité des chances que j'ai pris au sérieux dans le reste de mon exposé, pour dire que ce principe d'égalité des chances, c'est un peu une tentative philosophique de naturalisation des inégalités, et que, d'ailleurs, la méritocratie américaine, il est un peu, je dirais, une fille, cette théorie est un peu une fille de la méritocratie américaine, avec la conséquence, si les gens croient à cette idéologie philosophique, c'est que les personnes qui ont eu du succès, ils ont forcément, comme par exemple Emmanuel Macron, il a eu de la chance, il a beaucoup travaillé, il a certainement du talent. Il a au moins eu le talent de saisir sa chance. Et donc, il peut y avoir une intériorisation ex post du succès comme manifestation du seul talent. Et ça, c'est décrit dans un livre de Robert Frank que j'ai avec moi, qui s'appelle Success and Luck, qui est un économiste qui, évidemment, s'en prend à, je dirais, l'idéologie du talent dans la société américaine, en disant, dès que vous avez du succès aux États-Unis, c'est parce que vous avez du talent. Sans voir qu'il peut y avoir, justement, ces hybridations, parce que j'ai pas mis, évidemment, j'avais mis de côté la chance ex post. Et donc, ça peut, à mon avis, avoir des conséquences relativement dangereuses en termes d'auto-légitimation de la part des chanceux talentueux, avec un effet pervers sur le plan social. Ça peut diminuer l'acceptabilité sociale de la redistribution et donc de l'impôt, et ça peut miner le contrat social redistributif sur lequel reposent, je dirais, nos sociétés d'économie mixte. Et puis, deuxième effet, c'est que si vous participez à ce jeu du talent et que vous perdez, ceux qui ont réussi se disent, c'est parce que j'ai beaucoup de talent, mais ceux qui n'ont pas réussi, alors, ils peuvent évidemment mettre sur des conditions extérieures. C'est à cause du jury, le méchant jury, les méchants professeurs, etc. Mais vous pouvez avoir aussi, en particulier dans la société américaine, si vous y croyez, ça, vous pouvez avoir un auto-dénigrement des malchanceux, des peu talentueux. Et je mets ça en relation avec le taux des destructions, alors sous forme de suicide, d'alcoolisme, de recours aux drogues, etc., des Blancs sans éducation supérieure, qui augmente considérablement aux États-Unis. Vous avez deux études passionnantes de Case et Deaton, le prix Nobel 2016, qui indiquent que dans la population blanche, vous avez un phénomène d'autodestruction très important de tous ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures. Et je le relie éventuellement à la propagation de cette théorie, en tout cas c'est une hypothèse. Et je finis par ma dernière diapositive pour dire qu'il y a d'autres, je dirais, ressorts philosophiques qui peuvent être mobilisés pour parler du talent et de justice sociale que la théorie d'égalité chez les chances, en particulier évidemment le talent et la philosophie libertarienne, avec la parabole des talents qui a été rappelée par, au début, le fait que vous êtes le seul dépositaire des dons de la nature et vous êtes le seul à pouvoir le faire fructifier. Le fait que vous avez, finalement, vous êtes autopropriétaire, vous êtes propriétaire d'un talent incorporé. Et donc, vous avez le devoir de le faire fructifier. Et donc, cette métaphore biblique a donc été également, par exemple, un philosophe comme Peter Valentine le reprend pour le refaire, pour l'intégrer dans la philosophie d'égalité des chances. Alors,
Une autre chose qui me paraît importante, qui est reliée à ce qu'a rappelé Antoine Guilty sur, en particulier, cet article 6 de la Déclaration de l'homme et du citoyen, c'est le fait que, si on réfléchit, et donc c'est lié à la remarque que j'avais faite à Pierre Michel il y a assez longtemps, c'est qu'effectivement, il me semble que les gains associés au talent du sportif et de l'artiste sont plus facilement acceptés que, par exemple, celui du banquier. Et il y a une raison à ça, c'est que le talent, quand Zidane marque un but, eh bien, le plus malheureux de la cité phocéenne voit son bien-être progresser. Il est vraiment heureux. Il est vraiment heureux, non seulement parce qu'il y a un but de marquer, mais parce que c'est un beau but, parce que c'est quelque part, je dirais, une distraction gratuite qui lui est offerte. Et donc, quelque part, je reviens, et ça fait un peu une boucle, la philosophie d'égalité des chances est une philosophie qui s'est construite contre Rawls, quelque part, en disant que le modèle de Rawls, dans la théorie de la justice, était un modèle, je dirais, incomplet et avec des failles intellectuelles. Eh bien, vous savez que dans le principe de Rawls, le principe de différence, vous dit que vous allez accepter les inégalités sociales si les inégalités sociales se font au bénéfice du plus malheureux. Et ici, si effectivement l'expression du talent de Zidane, et le fait que Zidane puisse exprimer son talent et éventuellement d'en bénéficier à tout le monde et en particulier aux plus malheureux, vous avez là une justification qui rejoint celle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. Et à ce moment-là, vous avez une sorte d'acceptation sociale. Et donc, je pense que le fait qu'il y ait un effet externe dans l'expression des talents est quelque chose d'extrêmement important. Le talent, on va accepter que les autres bénéficient éventuellement de leur talent si, effectivement, ça bénéficie, je dirais, d'une manière générale à toute la population. C'est un peu une extension du principe de Rawls. Et donc, il me semble qu'on peut concilier ces deux visions libertariennes et cette vision de talent avec un impact en termes d'effet externe, c'est que, oui, faire fructifier son talent va être considéré, va donner des inégalités qui vont être considérées légitimes si ce talent est aussi au service des autres. En revanche, il va y avoir une condamnation du talent si, par exemple, c'est un talent où vous profitez des asymétries d'information à votre avantage et au détriment d'autres, par exemple dans des opérations de fusion-acquisition. Talent de capter ce qui a été produit par d'autres. Donc c'était aussi un talent. Je pense que les gens qui font le métier de banquier d'affaires sont talentueux. Ils sont d'ailleurs, tous les téléfilms décrivent des personnes hyper talentueuses de ce côté-là. Mais c'est un talent. La question qui est posée, c'est de savoir est-ce que les émoluments liés à ces talents, eh bien, est-ce que ces talents font fructifier, ce sont des talents qui permettent à l'ensemble de la société d'élever leur niveau de bien-être, quelque part. C'est évidemment une question qui reste posée, mais ça permet quand même, je dirais, de tracer une limite entre les inégalités légitimes et les inégalités illégitimes dans le domaine du talent, explication qui n'a, je dirais, rien à voir avec celle de l'égalité des chances. Voilà.